Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on s'interrogeait vraiment sur la façon dont naissent et se construisent nos familles dans un monde où rien n'est jamais tout à fait simple? Comment le désir d'enfant évolue-t-il au fil de nos histoires personnelles, nos rencontres, parfois nos séparations? Et surtout, comment inventer un chemin de parentalité et d'amour qui nous ressemble en dehors des modèles tout tracés? Dans cet épisode, je reçois Sophia et Adrien, un couple inspirant pour qui la famille recomposée, le militantisme et la réinvention de soi sont avant tout des actes d'amour et de courage. Adrien, formateur, passionné de jeux de société et père de 2 enfants, nous raconte avec sincérité son parcours de papa, façonné par la séparation de ses parents et le souhait d'offrir à ses enfants un modèle parental juste et décomplexé. Sophia, enseignante indépendante spécialisée dans les troubles d'apprentissage, fervente militante féministe, partage avec nous le regard sensible d'une belle-mère et mère qui refuse les injonctions toutes faites, assumant autant ses doutes que ses élans. Ce qui rend leur témoignage unique pour moi, en fait, c'est la rencontre improbable, initiée grâce à un atelier d'écoute active que j'avais lancé sur Instagram, alors sans penser un seul instant que ça créerait un couple. De la naissance d'une amitié profonde à la révélation des sentiments, puis à la recomposition familiale, Sophia et Adrien nous ouvrent la porte de leurs histoires avec une authenticité rare. Et elles abordent sans tabou le désir d'enfant, la gestion des transitions amoureuses, le choix parfois douloureux de déménager ou de fusionner des vies, jusqu'à l'accouchement en pleine maison inattendu et bouleversant. Au fil de notre dialogue, nous avons parlé de la gestion des émotions, d'écoute active, de parentalité partagée, mais aussi simplement d'amour et de respect dans un couple moderne. Comment accompagner les enfants dans le remaniement des liens familiaux? Comment oser une nouvelle histoire après une séparation? Quels outils pour bâtir la confiance, même lorsqu'on se sent à part? Sophia et Adrien livrent des clés simples, des anecdotes touchantes et posent sur la famille un regard puissant et apaisé. Cet échange à la fois pudique et lumineux est une véritable invitation à repenser la parentalité, la coéducation, le rôle des beaux-parents, mais aussi l'importance de la bienveillance envers soi-même. Reste avec nous, tu trouveras des perspectives nouvelles, des pistes concrètes et peut-être le souffle d'inspiration pour réinventer ton propre chemin. Abonne-toi pour ne rien manquer, mets 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify, j'y peux d'ailleurs y répondre directement. On se retrouve aussi sur Insta, Facebook, TikTok et LinkedIn. Et si tu veux m'envoyer un message vocal, le lien SpeakPipe est juste en description. Enfin, pour soutenir le podcast et accéder à plus de 80 bonus, rejoins Papatriarcat Plus. Les épisodes sans pub et en avance, c'est aussi en description. On y va tout de suite avec ma première question. Alors, Sophia et Adrien, avant qu'on démarre sur votre rencontre, vous avez tous les deux des enfants, pas forcément ensemble du coup. Le désir d'enfant, chez l'un, chez l'une, ça a toujours été présent. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi, questionné ou c'est arrivé parce qu'il fallait que ça arrive? Je te souhaite une bonne écoute. Moi, oui. Enfin, d'aussi longtemps que je m'en souvienne, on va dire à partir de l'adolescence, on va dire. Je me suis toujours imaginé avec des enfants. Je pense, pour y avoir réfléchi, que c'est quelque chose qui vient de mon père. Donc moi, mes parents, ils sont séparés. J'ai pas de souvenir d'eux ensemble. Ils ont dû se séparer quand j'avais 4 ou 5 ans. J'étais un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires chez mon père, donc je voyais pas énormément. Mais je sais pas, la façon qu'il avait d'être père avec nous, peut-être aussi le fait que je sois un homme cis, a fait que je me suis identifié à lui en tant que parent et que ça m'a donné envie d'être... j'ai toujours eu cette envie d'avoir des enfants. Je me suis toujours imaginé, toujours été à l'aise avec les enfants, toujours imaginé avoir des enfants. Sans ressentir un besoin urgent. J'ai eu ma fille à 35 ans, je crois. Voilà, sans ressentir ça comme une pression quelconque ou une urgence, mais voilà. Donc toi, t'as eu ta fille Alice d'une première union? Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est arrivé vite? Vous aviez pris le temps? Non, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Ah oui. Ouais.
Après, moi, je démarrais ma vie active, mais mon ex-compagne, elle était encore démarrait ses études, un cursus assez long, donc voilà, ça a pris le temps et elle est venue comme ça, mais ouais. Ouais, je comprends. Nous, avec Noëlla, on est devenus parents après 13 ans de relation. Oui, voilà. Donc, on a pris le temps, tu sais. Ouais. Un peu pareil aussi avec les études et tout, c'est pas si évident. Et toi, Sophia, ce désir d'enfant, il a toujours été là ou est-ce que c'est arrivé pouf? C'est pas arrivé pouf. Il est là depuis toujours, mais ça a été fluctuant. J'ai toujours aimé les jeux d'imitation autour de l'enfance, l'adolescence, l'éducation. Faut savoir que je jouais au Barbie, mais j'interprétais surtout le rôle d'un Ken, donc d'un papa et d'un conjoint. Même quand je jouais à la poupée, je jouais le papa. C'était un papa au foyer. Et dans mes Barbies, c'était un prof à domicile d'ailleurs, qui s'intéressait à la diversité de ses élèves. Donc j'ai toujours eu ces jeux-là d'imitation très très proches de la réalité. Je savais que je voulais et que j'aurais des enfants, j'étais très confiante. Donc je me suis aussi occupée très tôt d'enfants, ça a été mes premiers jobs. Je me suis intéressée aussi assez tôt à l'éducation et même aux soins de l'enfant, puisque c'est pareil, dans mes histoires de Barbie, il y avait toute une formation d'auxiliaire puriculture, enfin voilà. J'ai gardé tôt des enfants. Je me suis occupée aussi assez tôt des enfants de ma famille, donc les petits cousins, mon neveu dont je suis très proche. Et puis j'ai grandi, j'ai eu une image un peu tronquée, abîmée de la parentalité et de moi-même, de fait. Et j'avais du mal à concevoir d'avoir un enfant qui est mon image, mes valises, on va dire, mais la charge de mon passé et de mon vécu, même si ça se transmet pas comme on pourrait le penser. Mais j'avais raison quelque part dans la mesure où il fallait moi que je soigne tout ça avant de pouvoir offrir ce que j'avais à offrir à un enfant. Donc pendant quelques années, dans la vingtaine, je voulais absolument plus avoir d'enfant. C'était inconcevable que je voie devant moi un enfant ou un être humain qui avait ne serait-ce qu'une partie de mon image. Et puis après, c'est assez vite revenu. Et ça a été d'autant plus évident à la rencontre d'Adrien. Et cette rencontre avec Adrien, comment ça s'est fait? Si vous saviez. C'est une histoire vraiment bisounours. Donc, c'est vraiment arrivé de manière inattendue. Et en même temps, elle est arrivée. Donc, alors moi, je suis pas du tout de ceux et de celles qui croient au destin, où c'était écrit, où il n'y a pas de hasard. Si, c'était des hasards et des choix qu'on a faits de manière alignée qui font qu'on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés grâce à toi, Cédric, en fait. Ah bon? Et c'est ça qui est incroyable. Donc, si effectivement Papatriarcat n'existait pas, nous n'existerions pas non plus, et encore moins notre enfant. Donc, on s'est rencontrés en 2020, en plein Covid. Ouais. Donc, ça va être un peu cliché, mais du coup, une époque, une période où on a multiplié les rencontres et les activités en ligne. Et donc, tu proposais, si je me souviens bien, la mémoire en général est pas mal, c'était en juin 2021. Je crois que c'était autour du 14 ou 18, quelque chose comme ça. Il y aura beaucoup de détails. Et c'était 2020, par contre. J'ai dit quoi 2021. Non, 2020, pardon. 2021. C'est bien parce qu'elle est en train de nous dire j'ai quand même une bonne mémoire. Elle est au jour beaucoup de près, détails. mais pas sur la bonne. Elle sera d'une année. Bon, 2020, ouais. Oui. Tu proposais un atelier, un rodage, surtout rodage pour une formation que tu souhaitais proposer autour de l'écoute active et des niveaux d'énergie. Exactement. Et donc, tu avais mis une story comme ça, un jeudi. Alors ça c'est sûr, c'est un jeudi. Le matin, tu mets une story, voilà, j'ai l'idée d'une formation, tu donnes la thématique, tu cherches un petit groupe qui est OK pour y participer et faire des retours sur le moyen long terme. Et j'ai dit, mais pourquoi pas, je suis là, j'ai rien. Ça, c'était exceptionnel aussi à cette période de ne rien avoir le jour J. Et donc, on avait constitué un petit groupe en message privé Instagram. Ouais. Et on essayait de se mettre d'accord sur le jour et l'horaire. Assez incroyable aussi, la majorité était disponible le jour J à 14h. Pareil, ça c'est un peu... c'est quand même rare d'être disponible le jour même. Et je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne qui ne pouvait pas. Donc voilà, c'était fait. On avait la visio à 14h pour ce rodage d'atelier. Là, en effet, tu as accès à des détails qui, moi, sont complètement disparus de ma mémoire. Et c'était marrant parce qu'évidemment, on avait les pseudos Insta des uns, unes et autres. Enfin, on peut dire des unes et des autres parce que finalement, tu étais le seul homme du groupe. Mais le pseudo était Alice in Wonder Games.
C'est Donc vrai. je me suis dit, c'est Alice, quoi. Mais oui, putain, j'avais oublié. Et ouais. Ouais. Mais oui. Et là, on lance la visio et je vois un homme. Je me dis, il n'y avait pas d'homme dans ce groupe. Qui est cette personne? Et voilà, on s'est rencontrés à cet atelier. Et pendant cet atelier, on a fait des exercices, des petites mises en pratique. Et on a été ensemble pour cet exercice-là. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est vrai, oui, oui, ça, Voilà. ça, je m'en souviens, oui. Et puis en fait, à l'issue de cet atelier, on a gardé tous contact pour partager nos feedbacks, l'usage qu'on faisait de ce qu'on avait appris pendant cette formation. Et on a bien échangé. Et finalement, on a vu en allant sur nos comptes communs, enfin le compte Respectif, Instagram, ouais. voilà, à chaque fois. Enfin, toi, c'était ton compte sur les jeux et moi, c'était le compte pro. Et voilà, donc on a vu qu'effectivement, on avait plein de points en commun, notamment le jeu, entre autres, la pédagogie. Et on a échangé ensuite de notre côté. Voilà, ça, c'était la rencontre. Mais c'est vrai que tu avais un compte où tu partageais des jeux avec Oui. Alice, En fait, c'était une période où je faisais pas le même travail et j'étais vraiment pas bien dans mon travail, dans ce que je faisais, pas génialement bien dans ma vie perso aussi. Et le fait, et j'étais papa depuis 2 ans, et ça remettait plein de choses en moi, cette parentalité. Enfin, le fait de devenir père, parce que j'avais un travail qui pouvait du jour au lendemain, je pouvais être appelé pour des missions, des choses comme ça, dans des cadres un peu stressants ou qui peuvent être difficiles, qui professionnellement étaient incroyables, mais qui pouvaient être chargés émotionnellement. Je voulais changer de travail en fait. Et je voulais me reconvertir. Je découvrais aussi les réseaux sociaux et notamment Instagram que je connaissais très peu à l'époque. Un jour, j'ai une sorte d'illumination qui m'est venue. Je dis mais j'adore être papa, j'adore ma relation d'humain à humain en tant que parent et enfant. J'adore ce qui arrive là dans ma vie à travers ma fille. Et d'un autre côté, j'adore les jeux et j'adore la voir découvrir le monde, apprendre, faire des choses comme ça. Et je me suis dit mais en fait, ce qu'il faut, c'est que je crée des jeux pour elle en fait, en fonction de ce qui l'intéresse et tout ça. Ça m'a vraiment porté très fort pendant quelques mois, ça n'a pas duré tant que ça, mais voilà. Et donc c'est pour ça, d'où ce nom Alice in Wonder Games, Alice le prénom de ma fille, et puis où je voulais l'emmener dans le pays des jeux merveilleux, quoi. Oui, c'est vrai que je me rappelle de cet atelier que j'avais proposé à l'époque pour faire du rodage parce que déjà c'était pendant le confinement, enfin c'était au moment du confinement et on se faisait. C'était cool d'être avec les enfants, mais des fois on s'ennuyait un peu quand même aussi. C'était chouette de proposer des choses, pour se développer un peu. Et puis moi j'avais cette question de tiens, est-ce que en effet l'écoute active et la gestion de l'énergie. Alors pour les gens qui nous écoutent, quand je parle de gestion de l'énergie, c'est rien de spirituel. Hein, c'est important de le savoir. Hein, c'est pas un truc d'énergie vibratoire ou quoi. Non, c'est vraiment des vraies techniques de management sur l'énergie qu'on a dans la journée, etc. Par rapport à la fatigue et tout. Et il y avait ça. Et en effet, pendant l'atelier, vous étiez il y avait des petits groupes de travail par deux, donc vous étiez ensemble. Et ce qu'il y avait de rigolo, de mon côté, c'est que chacune d'entre vous m'avait écrit, alors je sais plus de combien de temps après, mais il est sympa Adrien quand même. Hein. Elle est sympa Sophia, elle est vraiment très gentille. Je me rappelle surtout d'une discussion avec toi qui me disait mais vraiment Sophia c'est quand même une belle personne et tout. Moi qui dis bah oui elle a l'air d'être fort sympathique, voilà tu vois. Puis toi t'étais engagé en plus à ce moment-là si je me trompe pas sur Nous Toutes 45. Ouais. Et donc tu vois il y avait ce côté-là militant et tout qui était super sympa. Moi à ce moment-là aussi. Je faisais des formations, tu sais, j'étais formateur pour nous tous, donc il y avait toute cette connexion-là. Et puis j'avais ce petit message, c'est ça, il est sympa quand même. Il est sympa, Julien. Alors, parce que pour les gens qui nous écoutent, il y a une private joke là-dessus qu'il faut que j'explique parce que ça montre aussi tous les défauts que je peux avoir. C'est que moi, je suis pas très bon avec les prénoms souvent. Et en fait, Adrien, je sais pas pourquoi, mais pendant combien de temps je t'ai appelé Julien. En tout cas, pendant, je crois, tout l'atelier, je t'ai appelé Julien. Bah, encore aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, je fais exprès. mais c'était, il y avait ça. Et c'était rigolo, ouais, de voir comment ces suites de hasard, ces suites alors ça, il y en a qui ont utilisé l'expression imagée, les étoiles s'alignent, mais ça n'a rien d'astral, hein. Ces suites de hasard vont amener ça. Et je me rappelle plus, par contre, toi, Adrien, si t'étais déjà séparé ou pas à ce moment-là. Non, j'étais pas séparé. T'étais pas séparé. J'étais pas séparé, mais j'étais. Non, mais j'étais dans une période de crise de mon couple, hein, clairement. Enfin, oui, de crise, ou en tout cas de chamboulement. Je sais pas comment on peut appeler ça vraiment. On avait décidé peu de temps avant ou très peu de temps après, mais on avait décidé de devenir un couple libre. D'accord. Parce qu'on sentait bien qu'on était un peu en difficulté dans notre couple, dans notre équilibre, et que on se disait que
pourquoi pas, peut-être que ça pourrait nous apporter des nouvelles choses et permettre d'évoluer positivement. Puis voilà, mais c'était pas trop lié à ça. Enfin, j'appréciais déjà beaucoup Sophia, mais nos échanges au début, c'était vraiment un échange, un lien vraiment amical fort qui s'était créé et qui se développait à travers l'écoute active sur laquelle tu nous avais formés, éveillés en tout cas. Ouvre les portes. Ouais, ça peut ouvrir à tout. Et qu'on travaillait beaucoup par écrit au départ, et puis après on s'était appelé plusieurs fois. Avec le temps, ça s'est développé, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'elle me plaisait vraiment, mais au-delà de la relation amicale qu'on avait, quoi. Plus j'en découvrais d'elle, en fait, plus elle me plaisait. Et par honnêteté, tout simplement. Parce que je savais pas ce qu'il en était de son côté à elle, mais moi, je lui ai dit, mais là, quand j'ai ressenti et vraiment pu mettre des mots sur le fait que ça dépassait l'intérêt amical, on va dire, je lui en ai parlé. Voilà. Comment tu lui en as parlé ? Par écrit. Je vais faire un petit teaser, mais... En gros, en lui disant que j'avais quelque chose à partager avec elle, parce que je voulais être au calme et tout. Moi, je lui ai dit tout simplement qu'elle me plaisait, mais qu'elle me plaisait vraiment, pas comme la formidable amie et rencontre que c'était depuis qu'on s'était rencontrés et que notre relation s'était développée. Voilà, je lui ai dit, tu me plais vraiment. On avait tellement échangé depuis qu'elle savait que j'étais en couple libre aussi, par exemple. Toi, Sophia, de ton côté, du coup ? Au moment de l'atelier, j'étais en couple, mais j'étais aussi, donc pareil, ça se passait mal, forcément. Et j'étais surtout je sais plus si c'était la fin, mais j'étais en pleine dépression, grosse dépression. Et on s'est quitté officiellement avec mon conjoint peu de temps après. Donc ça s'est concordé de cette manière-là. Mais j'étais aussi extrêmement ravie de trouver un ami et ce niveau d'amitié chez un homme, pour être très honnête. Et on était assez transparents, et c'était d'autant plus précieux de commencer une relation comme ça avec des outils aussi performants que l'écoute active, parce que nos premiers échanges étaient vraiment basés là-dessus, puis on en rigolait, mais finalement c'était vraiment de l'écoute active à chaque fois. C'était vraiment, on mettait en application, on se disait, Cédric, il serait fier de nous. Je faisais le petit, c'est-à-dire, tu remarqueras que j'ai rebondi, que j'ai choisi l'écho, enfin bref. Mais en fait, ça a été précieux, même si on le faisait sous forme d'humour, d'exercice. Je pense que l'écoute, elle a été totale. Ouais. Et puis, il y a eu un retentissement au-delà de ça, c'est qu'on est vraiment des personnes complémentaires et qui s'attirent, quoi, sur plein de points. Donc voilà, on a commencé avec ça. Ça a été très rapide, hein. On en parle comme ça, mais l'atelier était en juin et tu m'as avoué aussitôt que tu l'as ressenti, hein. Oui. C'était en juillet. Oui, je sais plus. Oui, moi, dans mon souvenir, c'est quand même relativement vite. Oui, ça allait vite, ouais. C'est passé un mois, peut-être. Et pourtant, on n'a pas échangé tout de suite. C'est pas tout de suite après l'atelier. Mais c'est devenu assez intensif. Après, les échanges étaient de cette manière-là. Pendant le Covid, on avait beaucoup de temps. Donc, on l'optimisait comme ça, disons. Et j'étais très, très heureuse d'avoir cet ami, surtout durant cette période. Quand tu m'as parlé de tes sentiments qui avaient évolué, moi, j'étais plus en couple déjà depuis... je sais plus trop, mais c'était récent aussi, c'était dans la foulée. Mais bon, comme ça faisait déjà bien 1 ou 2 ans aussi où le couple ne fonctionnait plus et que j'avais déjà plusieurs mois de dépression, on imagine que le deuil était déjà à la fin, quoi. Mais quand il m'a fait cet aveu, j'ai quand même dit « Oh non, je perds un ami. Pourquoi ?» Moi qui pensais que l'amitié homme-femme, elle existait. Ouais, alors je pense qu'elle existe, hein, évidemment. Oui. Elle existe et elle est très chouette. Mais ouais, j'avais l'impression de perdre ça, on allait forcément vers autre chose avec ces aveux-là. Moi, j'avais une fréquentation pas du tout sérieuse, mais qui m'a pas du tout fait douter. Au contraire, je me suis dit, si ça me fait quelque chose, si ces aveux me font quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui se passe aussi de mon côté. Et moi, j'ai été honnête en lui disant aussi que oui, j'étais déçue, entre guillemets, que cette amitié se finisse, parce qu'en tout cas, cette amitié s'est finie de cette forme-là, mais que ça me faisait quelque chose. Voilà. C'est intéressant comme réaction quand même à ce partage de tes sentiments. Bon, voilà, Sophia, tu me plais vraiment. Je suis un peu déçu que cette amitié se termine quand même. Ouais. Mais c'est quoi, tu restes pas là-dessus quand même. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que à ce moment-là, il y a comme
des flashs de tout ce qu'on a vécu avant en me disant mais oui c'est vrai qu'il me plaît aussi, mais en fait au moment de l'atelier, au moment où je l'ai vu, au moment où on échangeait, j'ai jamais eu ces réflexions sentimentales ou d'attirance physique, de désir. Et c'est fou que ça ait paru évident au moment des aveux. Comme si on enlevait un rideau. Ah mais oui, c'est toi, mais oui, mais t'es hyper beau. Mais, mais après, oui, ça a continué de s'aligner, incroyablement. Et du coup, comment ça se passe la suite ? Alors la suite... À ce moment-là, vous n'êtes pas dans la même ville, hein ? Non, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Oui, ouais. Pas du tout. Moi, j'étais du coup à Orléans. J'y suis depuis l'adolescence et donc j'y suis restée jusqu'en 2000. En tout cas, jusqu'à l'époque où on en parle, j'étais toujours à Orléans. Et moi, j'étais dans l'Ouest lyonnais, à peu près dans la zone où on vit actuellement. Je lui fais mes aveux, ça lui prend un peu de temps, mais finalement, tu t'expliques que t'es touché et que toi aussi, que c'est réciproque. Et toi, t'es en PLS pendant ce temps-là ? Un peu dans l'excitation. Non, parce que après, en fait, je me sentais de pouvoir continuer cette relation d'amitié, même si elle me disait, c'est pas réciproque. Parce que déjà, on se croisait pas physiquement, donc c'est peut-être moins difficile comme ça. Puis on échangeait énormément par écrit. On s'appelait quelquefois quand on pouvait le soir, mais c'était surtout par écrit. Et je me disais, de toute façon, je pouvais pas ne pas lui faire ses aveux par honnêteté, par souci de sincérité. Et je me suis dit, après, si ça gâche quelque chose, c'est bien dommage, mais je m'attendais à ce qu'il puisse y avoir un petit moment de creux, puis qu'après, on puisse recommencer à échanger. Et puis voilà, mais moi, je me sentais de continuer cette relation d'amitié, amicale, malgré ces... C'est très sain, quand même. Malgré ça. Non, mais c'est pas si fréquent que ça d'avoir une approche aussi saine dans une relation homme-femme. D'une relation, ouais. Surtout après, que les messages d'aveu, on les appelle comme ça, mais c'est comme en littérature, la scène d'aveu, ont été très très transparents. C'était pas juste tu me plais, il a développé, il a dit qu'il avait conscience que ça pouvait impacter cette relation d'amitié, mais qu'il prenait. Il prenait ce qui était ok pour l'un et l'une et l'autre, quoi. C'est d'autant plus lever le voile, moi, sur l'aspect sentimental de la relation. C'est ça. Et puis il se trouve que par miracle, donc c'était en plein mois de juillet, quoi, on va dire, tu allais chez une amie qui habite dans le sud. Il se trouve que quand on est à Orléans, pour aller dans le sud en train, il faut passer par Paris et par la ligne Paris-Lyon. Et donc elle m'écrit ça. Mais c'était peut-être la semaine qui venait, au moment où je t'ai fait mes aveux. Tu me dis que genre dans 2 jours, tu pars dans le sud. En fait, c'était pendant le Covid et cette amie-là ne savait pas quand elle aurait des congés. C'était vraiment une période d'incertitude. Je vais avec mes détails. Le dimanche, elle me dit c'est bon, je suis bien en vacances la semaine prochaine, donc le mardi. Le dimanche, je dis ok, je prends mes billets parce que je voulais venir en vacances chez elle. Le lundi, tu fais tes aveux. Mardi, je suis dans le train. Mardi, t'es dans le train. Et puis elle part dans le train, elle passe. Puis elle me dit, là, je suis près de Lyon et tout. Moi, j'étais au travail. Je me dis, mais c'est trop bête, quoi. Elle passe, elle est là, elle a vol d'oiseau. Elle est à une demi-heure, quoi, même pas 20 minutes. Et voilà, donc on échange et tout. Et puis je me dis, quand même, est-ce que... Alors, je sais plus qui a proposé. Est-ce qu'au retour... Ah oui, il y a un autre hasard fou. C'est que la semaine où elle devait revenir de chez son ami, il se trouve que c'était une des premières semaines depuis que j'avais ma fille où c'était prévu que je sois solo à la maison pendant 3 jours. Parce que mon ex-compagne, elle est dans la famille de sa mère avec ma fille. Et il était prévu que pendant 3-4 jours, je sois tout seul à la maison. Ça correspondait pile au moment où elle rentrait, elle, du sud, en repassant par Lyon, donc. Et quand je lui ai dit, elle m'a écrit... tais-toi, ou alors je sais plus quelque chose, quoi. J'ai dit pourquoi? Elle me dit parce que c'est tentant. Et c'est tentant là, j'avoue que j'ai gardé en mémoire longtemps encore maintenant. Et puis donc voilà, t'as décidé de prendre un billet en 2 temps pour rentrer. Donc tu t'es laissé tenter, quoi. Ouais. Exactement. Mais pour autant, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Le 29 juillet. Et alors quoi? C'était très chouette. Tu veux ce qu'on a fait? Tu veux savoir ce qu'on a fait? On n'est pas là non plus pour rentrer dans les détails, forcément. Quand même, si. Les gens se demandent. Les gens sont rendus à vos lèvres. Moi, je voulais qu'elle soit à l'aise. Est-ce que vous êtes vus, que vous êtes dit, mon Dieu, ça y est, on se voit, et puis vous prenez dans les bras, vous embrassez, j'en sais rien. Alors, très clairement, au moment où on a pris la décision, moi, j'étais
j'entamais la semaine de vacances chez mon ami. Donc, pendant la semaine, on était déjà dans des échanges complètement différents. Oui. Ok. Donc, on avait très, très hâte de se voir. C'est-à-dire des échanges différents. On était très clair sur ce qu'on avait envie, mais on se laissait aussi très libre. Et toi, tu as laissé cet espace de liberté pendant la rencontre. Parce que moi, déjà, c'était une rencontre, hein, ça n'engageait à rien. Moi, j'étais en couple. Toujours libre, mais en couple. Et du coup, il n'y avait pas de projet derrière ça, derrière le fait de se voir, quoi. Moi, je voulais qu'elle soit 100% à l'aise. Donc, elle avait déjà fait l'effort de changer son billet, prendre 2 billets. Elle restait une nuit sur Lyon. Enfin, de rentrer en 2 temps, quoi. Et moi, je lui avais dit, écoute, je réserve un endroit où tu peux dormir, un Airbnb, et la réservation est à ton nom, je te donne les clés quand on se voit, et c'est toi qui choisis si tu veux qu'on passe la nuit ensemble et qu'on soit ensemble ce soir-là ou pas, quoi. J'avais prévu des activités pour la journée, pareil, mais pas d'autre chose. En fait, moi, je voulais vraiment qu'elle soit à l'aise, et je peux imaginer tout ce que j'étais déjà un peu déconstruit à l'époque et éveillé à certaines choses, et je peux imaginer ce que ça peut être pour une femme qui va s'arrêter dans une ville qu'elle connaît pas pour rencontrer quelqu'un qu'elle connaît de loin mais avec qui elle a jamais été physiquement, ou voilà, pour se rencontrer a priori, passer la nuit ensemble, en tout cas qu'il se passe d'autres choses. Mais je voulais vraiment qu'elle ait le contrôle et qu'elle se sente on c'est safe, quoi. Non, mais c'est hyper important ce que tu racontes là, parce que tu sais, on est quand même dans une époque, on va revenir bien sûr sur l'histoire, mais ça me permet d'ouvrir cette parenthèse. On est quand même dans une époque où on parle de déconstruction, etc. Et on a un sujet, c'est comment reconstruire. Tu vois, l'exemple très pratico-pratique que tu donnes de j'ai réservé un Airbnb, tu choisis en fait. T'as le choix, peu importe, et ça changera rien au moment qu'on va passer à mon humeur ou quoi. Si tu veux dormir ou pas à la maison avec moi ou quoi, ça c'est un vrai sujet, tu vois, c'est un vrai truc, c'est vraiment un exemple de comment on fait pour, tu vois, dans le cas d'une relation à distance où la personne n'est pas dans sa ville, etc., comme tu l'as très bien expliqué, comment on fait pour que ça soit respectueux de tout le monde, tu vois. Ouais. C'est important. Ouais, effectivement. Ça peut être un tips. Bon, alors, d'accord. Alors, comment ça se passe après, descendre du train? Descendre du train, on se prend dans les bras. Masqué, parce que c'est vrai. un petit reveal. Masqué en pleine gare. Okay. On se prend dans les bras. Je crois que du coup, on se sera jamais fait la bise. Ses premiers mots, merci d'être là. Moi, je sais pas, j'ai dû faire tomber ma valise et dire oh mince, enfin voilà, quelque chose de très poétique. Et puis du coup, on a mangé au restaurant et on a fait une randonnée tout l'après-midi dans les Monts d'Or. Une randonnée qu'on fait tous les ans, du coup, à la même date. C'est mignon. En pèlerinage. C'est ça, c'est notre pèlerinage amoureux. Tous les ans, à la même date, on essaye de se refaire. Et c'est fou parce que ce 29 juillet 2020, il faisait 40 degrés à Lyon. Je n'ai aucun souvenir de la chaleur qui peut paraître insupportable, etc. C'était, voilà, ça faisait partie de l'ambiance un peu où je me suis, moi, laissée porter. Ce qui est assez fou, j'avais complètement confiance en lui et je me suis laissée porter du début à la fin. Enfin, j'ai marché, hein. Quand je me suis laissée porter, j'ai marché pendant toute la randonnée. Après la randonnée, on s'est rejoints au Airbnb, tous les deux. On y allait ensemble, oui. Oui, pardon, on s'est rejoints, on y allait tous les deux. Et puis, on est ressortis pour manger et on est rentrés pour dormir. Évidemment, on a peu dormi. Et il m'a reposé la question plusieurs fois. Est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que tu veux que je reste dormir ? Est-ce que tu es sûr ? Même si on s'était déjà embrassés. Oui. Après, mais c'était jusqu'au bout. On peut aussi prendre son temps. Après, oui, voilà, on pouvait avoir eu ces rapprochements physiques et de se dire maintenant, la journée a été intense, je suis fatiguée, je préfère. Après, en vérité, il y a aussi ces moments où on se rencontre comme ça, surtout à distance, avec des messages, etc., où c'est déjà bien d'avoir pris le temps d'avoir fait la randonnée, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Il faisait déjà chaud, donc. Non, mais des fois, tu sais, c'est tellement fort. Enfin, tu vois, là, entre les sentiments et puis physiquement, si vous saviez déjà que vous vous plaisiez, etc. Des fois, ça peut être très très intense. Quand même, tu vois, c'est pour ça, moi, je dis, c'est déjà bien d'avoir pris le temps de faire la randonnée. Mais ça a été évident. Ça fait un échauffement, quoi. C'est ça, et on avait envie de profiter, et puis on avait du temps. Enfin. En gros, on avait un peu plus de 24 heures ensemble, quoi. À partir du moment où je la retrouvais à la gare et le lendemain où je la reposais à la gare, on avait ce temps-là. On se disait qu'on allait être 100% du temps ensemble et que du coup, on pouvait aussi prendre le temps. Et, par exemple, je crois qu'on s'est
que donner la main qu'en haut de la randonnée, tu vois. Une fois qu'on était arrivé au sommet... Ils sont mignons. La main. Ouais, non, mais voilà. C'était vraiment très progressif. Et en même temps, c'est-à-dire que donc il y a eu quand même quelques heures avant de se donner la main, puis après, c'est quand même monté en flèche. Ouais. Ouais. Jusqu'au petit matin. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ouais. Et le lendemain, on a brunché ensemble et on a dû rentrer et ça a été hyper dur. Je crois que c'était vers 15h, le train. Et ouais, c'était hyper dur. On avait conscience qu'on avait profité d'une bulle et qu'il s'agissait d'une bulle dans notre vie de tous les jours. Une bulle qu'on a fait grandir en planète, évidemment. Le petit emoji planète, c'est le nôtre. Mais quand on est rentré, c'était pas si évident, la suite. Ouais. Toi, ta compagne à ce moment-là, du coup, vous êtes en couple libre, comment ça se passe? Elle était au courant que tu avais quelqu'un qui venait? Alors, elle l'a su après? Oh, non, elle était au courant. Ok. Alors, elle est extrêmement propre, tout ça. Oui, parce qu'après, on se l'était dit et tout ça, mais enfin, ou pas forcément. Je sais plus si on avait des règles, comment étaient les règles dessus, ou alors elle m'avait posé une question et j'avais répondu. Mais pour le coup, ça commençait à être compliqué de son côté. Elle avait déjà eu une ou deux expériences, je sais plus. Libre de son côté, et elle s'était dit qu'en fait non, c'était peut-être pas ça qu'il nous fallait, quoi. Ah, oups. Et moi je lui avais dit écoute, on a quand même décidé ça, moi j'ai envie de continuer cette décision et de la vivre jusqu'au bout. Et t'avais envie de quoi? T'avais envie de continuer à être en couple libre, ou t'avais juste envie de voir Sophia? Non, le couple libre, moi pour le coup ça m'allait bien. Oui, au stade où on était notre relation, j'avais envie de voir ce que pouvait donner cette décision-là jusqu'au bout, quoi. Bon gré, mal gré, elle finit par l'accepter. Ok. Quand tu dis bon gré, mal gré, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'elle n'était pas ravie, quoi, mais que elle pouvait pas y faire grand-chose de toute façon. C'était ma décision, et voilà. Donc on fait la rencontre avec Sophia, on retourne chacun à nos vies à travers notre bulle, quand même. En repensant à cette bulle-là aussi, mais voilà. Puis une fois que moi j'avais vécu ce moment avec Sophia, on reprend nos discussions de couple sur le fait on s'interroge sur est-ce que c'est une bonne décision, le couple libre, etc. Et en fait, on se rend compte en discutant que peut-être avant d'être un couple libre, faut être un couple tout court, et que on l'était peut-être plus forcément. Donc intéressant. Oui, parce que en fait, on pensait que ça allait ramener quelque chose dans notre couple, mais en fait, ça pouvait plus nous éloigner et acter la fin du couple qu'autre chose, quoi. On s'était pas assez interrogé sur où en était notre couple avant de prendre cette décision de couple libre. Et puis, le fait, que ça faisait déjà un moment, le fait qu'on ait un enfant ensemble, plein de choses qu'on s'est dites à ce moment-là avec mon ex-compagne. Concernant notre couple, font qu'on décide de stopper cette idée de couple libre. Et du coup, j'explique à Sophia que c'était vraiment chouette, mais que on pourrait pas revivre ça, quoi. A priori. Et Sophia, attends, là, ça a été rude. Ouais, vas-y, bien sûr. Je leur donne la main à Sophia. C'est horrible. C'est quoi ce tocard? Quand même, la nouvelle, elle doit faire quelque chose. Il faut savoir que, du coup, sa compagne de l'époque me connaissait. Enfin, me connaissait, pas personnellement, mais elle savait qui j'étais, elle avait mon prénom, voilà. Donc, quand on s'est rencontrés, elle savait. Moi, évidemment, la nouvelle, je m'y attendais, enfin, je voulais m'y attendre, pour pas que ça fasse trop mal. Mais quand elle est arrivée, évidemment, c'était un tsunami, et comme je lui ai dit, je le savais. Et en toute honnêteté, on ne pourra absolument pas relationner de la même manière, en tout cas en rétrogradant cette relation pour redevenir l'amitié qu'elle était avant. Puisqu'en fait, l'amitié qu'elle était avant, c'était déjà la naissance d'un amour. Donc évidemment, j'ai accepté, parce que c'est pas à moi de décider de ça. Mais j'ai dit ok, mais c'est fini, en fait. Alors, c'est pas couper les ponts, etc., mais qu'il fallait être honnête sur le fait qu'on ne retrouvera pas la relation qu'on avait avant. Ça a duré 24 heures. Je fais le petit teasing avant le récit, mais... Donc, on prend cette décision, en gros, de redonner une dernière chance à notre couple et de se relancer dedans en rééchangeant et tout. En fait, il y avait l'ultimatum, quand même, de soit tu décidais de relationner, enfin de devenir mon amoureux, quoi. Elle pourrait pas continuer de cette manière-là si tu faisais ce choix-là. Et du coup, ça mettait fin à la famille que vous aviez, en tout cas la manière dont vous l'aviez à ce moment-là. Ou alors,
il se redonnait une chance au niveau du couple et que moi, ça pouvait rester qu'au niveau de l'amitié. Voilà, mais tu partais plus effectivement pour faire ça. Oui. Mais il y avait cet Après, ultimatum. Oui, de fait, parce que après, je sais même pas si la relation, j'arrive pas à savoir, si c'était notre relation à nous deux ou vraiment le fait de pouvoir être en couple libre et tout ça qui dominait le plus. Mais quoi qu'il en soit, oui, de fait, ça arrêtait cette relation. Et donc la nuit même, j'arrive pas à dormir. J'ai une boule d'angoisse dans le corps, quoi. Je suis incapable, je dors pas de la nuit parce que je suis pas bien. Et en fait, je me dis, mais si la décision de rester en couple me met dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. C'est que globalement, c'est pas possible. Et voilà. Le lendemain, dans le matin, j'ai annoncé à mon ex-compagne que je pouvais plus continuer, que ça pourrait plus marcher, quoi. Mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais même pas forcément la relation avec Sophia en tête. Mais c'était vraiment toi, ton couple. C'était vraiment si le fait de relancer mon couple, de me relancer dans une décision de couple comme ça, me met dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas fondamentalement et que ça va pas être possible, quoi. Oui, bien sûr. Ça faisait déjà du coup 11 ans qu'on était ensemble, une bonne moitié de ces années qui étaient un peu difficiles avec des hauts et des bas, voilà. Je me suis vraiment dit cette nuit-là, ce que je ressens là, c'est que c'est pas possible, quoi. Ça va pas continuer. Et je pouvais pas présumer de ce qu'allait être ma relation ensuite avec Sophia, parce que tout aussi extraordinaire qu'ait pu être la bulle qu'on s'était accordée, elle vivait dans une autre ville avec son entreprise implantée là-bas. Voilà, moi j'étais ça reste aussi un truc de passion du début aussi, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Après 11 ans de relation, c'est ça. On sait bien que c'est pas tout à fait pareil. Voilà, j'ai pris cette décision de me séparer de mon ex-compagne vraiment le lendemain. Bon, c'était tôt le matin. Je l'ai accueillie avec ça quand elle s'est. Salut chérie. Pour le coup, j'ai pas été très. En plus, elle avait une grosse échéance pro. C'était vraiment chaud pour elle et c'était certainement pas le meilleur moment choisi pour ça. Mais est-ce qu'il y a des. T'es passé pour un connard quand même? Oui, forcément. Non, mais c'est important. Ouais, non, mais c'est. Oui. Après, moi, c'était tellement fort ce que je ressentais que je pouvais pas. Enfin, j'allais me rendre malade, quoi. Je pense. Non, mais c'est intéressant. Elle est pas avec nous, cette personne. Oui. Et on lui adresse nos salutations, mais. C'est intéressant aussi de se dire, parce que quand on t'écoute, on voit bien que c'est quelque chose de très profond, que c'est une décision pas facile, que c'est quelque chose d'assumé. Peut-être que la forme aurait pu être différente, ça, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus au réveil, etc. Mais en même temps, si t'avais repoussé cette échéance, tu vois, au moment où t'avais besoin de le dire, bah peut-être que, en fait, tu serais toujours resté dans cette situation qui te fait pas du bien, parce qu'il y aurait toujours eu une bonne raison de repousser cette annonce. Et c'est peut-être bien aussi de l'avoir dit comme ça, même si du coup, pour cette personne-là, t'as sûrement été un gros connard à ce moment-là. Non, mais c'est important, tu vois. Moi, je trouve ça toujours très intéressant de voir. Peut-être que si j'avais reçu cette personne, tu vois, imaginons sans qu'on se connaisse et tout, elle m'aurait dit, putain, mais mon ex, il m'a quitté, là. Mais le matin même, tu vois. Mais quel connard, le gars, il me dit ça. La veille, il me dit qu'on retente le couple. Le matin, il me dit non, c'est fini. Tu vois. Ouais. Alors qu'il savait que j'avais un truc important pour le boulot. Mais quel enfoiré. C'était exactement ça. Tu vois. Non, mais ça, tu vois, les deux points de vue. Sûr. Et c'est vraiment important de souligner ça. Ouais. Surtout après avoir souligné à quel point tu avais été un mec prévenant pendant la bulle. C'est pas un jugement de valeur du tout, c'est juste vraiment les points de vue, quoi. Les points de vue selon d'où vient l'histoire. Ça peut être vraiment très différent. Et du coup, est-ce que tu préviens Sophia de suite ou pas? Alors, ça c'est un vrai sujet aussi. Alors ça, j'avoue que ça reste assez flou. Pas tout de suite. C'est sûr que je l'ai pas prévenu le matin après j'ai pas dit c'est bon, je viens de dire à Marion que je la quitte, que je peux pas continuer, voilà. Et puis je t'ai pas dit du coup ça y est, on est ensemble, quoi. Ouais. Je lui ai dit si je sais plus quand je lui ai dit, mais je lui ai dit en gros si tu veux qu'on tente le coup, c'est possible aussi, je sais plus honnêtement. Ça c'est. En fait, moi j'avais peu de nouvelles le matin. Moi j'avais mon neveu en vacances, donc j'avais eu la chance d'être très occupée. Mais dans l'après-midi, tu as dû me tenir au courant, mais tu avais priorisé la confidence auprès de ta sœur. Enfin, je sais plus, mais tu avais parlé à d'autres gens avant, d'un point de vue émotionnel, etc. Tu me l'avais annoncé de manière très factuelle que tu l'avais quitté le matin, mais pas pour me dire. Ça, c'était quand même assez clair que tu la quittais pas pour être avec moi. Tu la quittais pour toi. Oui, c'était clair dans ma tête aussi. Toi. Et puis, alors je sais pas quand c'est venu, assez vite, il m'a clairement formulé la proposition de couple. J'aimerais être en couple avec toi, être un couple. Et voilà.
Oui. Et j'ai dit, bah oui, hein. Très original, bah oui. Et le couple a commencé, mais on ne s'est revus que 2 mois plus tard. On a commencé la relation à distance. Et comme ça devenait très vite, j'aime pas trop le mot sérieux, parce que je pense que toute relation est sérieuse à partir du moment où on les entame, peu importe la manière. Mais très vite, on a eu des envies très clichés d'habiter ensemble, de faire vie ensemble. Et on a été confrontés à la réalité. Moi qui étais implantée dans ma région et lui dans la sienne. Et on a très vite parlé de l'aspect géographique de la relation. Et je crois que, à peu près en novembre, j'ai pris la décision qu'effectivement, ce sera moi qui quittera la région. De toute façon, parce que c'est une région... De la même année, on est toujours en 2020. Ouais, oui. Vous avez vu, hein, c'est... Oui. On parlera des enfants après, mais on en a parlé aussi très vite. Mais j'ai pris la décision, et de toute façon, il fallait être honnête et prendre une décision, parce que c'était soit quelqu'un, l'une ou l'un de nous rejoignait l'autre, soit on arrêtait. Il fallait être honnête, en tout cas dans la manière dont on voulait vivre la relation. Et j'ai pris la décision, moi, de quitter la région. C'était un souhait que j'avais auparavant, donc ça tombait plutôt bien. Et je voulais plutôt aller vers une région montagneuse. Bon, on checkait les petites cases, mais j'avais quand même des projets en cours qui étaient importants, qui impliquaient aussi mon niveau de vie. Et ça me faisait à nouveau repartir vers de l'insécurité que j'avais connue, moi, tout le long de ma vie. Et une forme de sacrifice aussi, face auquel j'avais du mal à plier. Même si aujourd'hui je le vois pas comme ça, mais du coup moi j'ai pris le temps de préparer ce déménagement et cette nouvelle vie. On a pris le temps. Voilà. Alors, attends, ça a pris combien de temps? Parce qu'avec vous, prendre le temps... J'avoue, c'est très relatif. Mais du coup on est en 2020, j'ai déménagé début 2022. Donc j'ai pris... Début 2022? Oui. Ah oui, du coup oui. Oui. J'ai pris une bonne année. Ah oui. Parce que j'avais des clients, des familles, je les appelle les familles. J'accompagnais des enfants avec des projets, des objectifs d'examen finaux. Et j'adore mes élèves et mes familles. Et moi, j'avais besoin de prendre le temps de leur dire je pars dans 1 an. Donc, on a pris le temps de se dire au revoir de cette manière-là et de préparer aussi au mieux les examens pour mes élèves que j'ai continué à accompagner à distance. Heureusement qu'on a cette possibilité-là, que j'accompagne toujours à distance. On a mis 1 an, ne serait-ce aussi que pour la paperasse, ce qu'on garde pas, enfin toute la logistique en fait qui peut aussi parasiter une histoire. Et ben on a pris le temps pour qu'elle soit la plus douce possible. Ah mais ça change. Mais à peu près toujours en 2020, c'est là qu'on a parlé d'enfants. Ah c'était déjà en décembre 2020, ouais, je pense. Ah ça allait vite. Il faut savoir que moi je sortais d'une relation de 6 ans de relation, d'une grosse dépression et une relation dans laquelle j'avais vécu récemment un arrêt naturel de grossesse qui avait été très très douloureux parce que c'est une grossesse qui était très désirée. La douleur, elle est venue tardivement en fait. Ça a été un retentissement tardif, d'où la dépression. C'était une période justement Covid. Moi, je travaillais énormément pour le coup puisqu'ils n'avaient pas école et qu'il y avait des gros enjeux. On les perdait, on va dire, au niveau de l'éducation. Et j'étais très très impliquée dans les milieux militants. À nous toutes, 45, et j'étais coprésidente d'une association féministe aussi. Et on avait beaucoup de choses, plus mon entreprise, plus cette relation à distance. Voilà, ça faisait énormément de choses, d'où aussi l'importance d'avoir 1 année pour préparer ce départ. Même pour les milieux associatifs, ça a été dur. Mais très vite, on a parlé d'enfants. Moi, j'étais prête, même par rapport à cet arrêt naturel de grossesse. Mais je savais que ça pouvait être compliqué. D'autant plus que j'ai une maladie qui fait que ça compliquait la chose. Enfin, j'ai été opérée, donc j'ai eu une conisation. D'accord. Donc c'est une opération qui intervient quand les lésions précancéreuses sont trop étendues sur le col. Donc c'est le HPV, hein. Et c'est un type qui est cancérigène. Il y a plusieurs types d'HPV, le mien est très cancérigène. Donc j'ai été opérée, ce qui fait que ça raccourcit le col, donc des difficultés. Ça impacte pas la fertilité, mais c'est pour maintenir une grossesse. Alors l'arrêt naturel n'a a priori rien à voir avec ça, on ne saura jamais de toute façon. Mais de fait, on savait que le projet pouvait être difficile, mais qu'on avait envie de le mettre en place assez vite. Parce qu'on était sur la même longueur d'onde en termes d'éducation aussi, sur la vision des choses. À quel moment tu parles de Sophia à Alice? C'est une bonne question. Ouais, c'est mon Je crois que j'en ai parlé... Je crois que j'en ai parlé très vite en fait, parce que je crois qu'on s'est vu du coup, donc ça s'est passé en août, la décision de séparation, et on s'est vu en septembre, je crois, autour de mon anniversaire, quelque chose comme ça. Je crois que c'était mon anniversaire, quand on s'est revu en septembre la première fois, chez elle du coup.
On se voyait beaucoup chez elle et je crois que j'en ai parlé très vite à ma fille, comme mon amoureuse, quoi. Moi, j'ai mis un peu de temps à déménager, à plus habiter dans le même appartement qu'on avait avec mon ex-compagne. Je sais pas combien de temps ça a duré. Je crois que j'ai déménagé en novembre, quelque chose comme ça. Bref, quelques mois où on co-vivait dans le même appartement, en se répartissant les moments qu'on passait avec Alice, avec ma fille. Et je crois que j'en ai toujours parlé. Et comment est-ce qu'elle a pris la chose? Assez bien. On a eu une chance commune, moi et mon ex-compagne, c'est qu'elle aussi a trouvé quelqu'un assez rapidement, qui est venu habiter là où on habitait avant, une fois que moi je suis parti, donc assez vite aussi. Et en fait, elle a pas eu le cas de deux parents séparés, où quelqu'un est malheureux dans sa séparation. En tout cas, dans le deuil de la relation. Voilà, dans le deuil de la relation, etc. Les quelques jours qui ont suivi la décision de séparation, ça a été un peu compliqué, ça peut être compliqué, mais après, rapidement, on a tous les deux retrouvé un équilibre, chacun de notre côté, qui nous allait très bien. Elle voyait que ses deux parents étaient OK, quoi. Donc, je pense que ça a dû aider, même si ça a certainement un peu impacté aussi sa vie, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc j'en ai parlé très vite, puis on s'est vu, donc je suis venu avec elle une fois, 2 ou 3 fois à Orléans, je sais plus. Ouais, je l'ai rencontrée chez toi, dans le nouvel appartement. Oui, d'abord chez moi. On avait aménagé sa chambre ensemble, de sorte à ce que quand elle arrive dans son nouveau chez elle, c'est déjà installé. Et ça s'est passé très naturellement et très très bien. Ouais, très très bien, ouais, c'est vrai. Ouais. Elle l'a rencontré comme ça. Et toi, tu commences avec un statut de belle-mère, alors. C'est ça. C'était pas facile puisque au sortir de ma relation, j'envisageais pas de repartir dans une relation longue établie de cette manière-là, et encore moins avec une personne qui avait un enfant. J'ai été plusieurs fois belle-mère, moi, justement, dans ma vie et dans ma vie amoureuse. Et ça a été des doubles ruptures hyper douloureuses, d'autant plus que c'était des enfants dont je m'occupais beaucoup, dont j'étais proche. Toujours ce sentiment d'être une pièce rapportée. C'est un peu l'histoire de ma vie où je me dis, mais à quel moment j'ai une place, à quel moment j'existe, moi, et à quel moment je construis un truc qui vient de moi. Donc il y a eu des moments compliqués par rapport à ça, mais jamais par rapport à comment se sentait ou se comportait Alice. Alice, ça a été une évidence et on s'est aimé tout de suite. J'avais pleuré. Et Alice, c'est quelqu'un de très aimant. Et il y a de la place vraiment pour tout le monde dans son petit grand cœur. Donc ça a été évident et je pense qu'elle a facilité énormément les choses, cet enfant, dans tout ça. Sa maman aussi. Moi, j'ai eu ces sentiments-là plein de fois et je savais que ça m'appartenait. Je le partageais parce que il y avait des retentissements, mais ça m'appartenait. Donc, c'était à moi aussi de faire le travail et puis de mettre la lumière sur tout le positif que j'avais en face, en fait. Et que ma place, elle existait et Alice la faisait exister grandement, quoi. Toi aussi, évidemment, mais c'est plus évident, je trouve. Oui, mais ça s'est vraiment construit petit à petit par les différentes rencontres. Donc, tu l'as rencontrée à la maison, ça me revient. Après, je suis allé 2 ou 3 fois chez toi avec elle. Je prenais des week-ends rallongés. Je partais le vendredi en milieu de journée et puis je rentrais le lundi soir. Puis voilà, une fois, on a fait ça avec Alice, 1 ou 2 fois, je sais plus. Enfin, il y a toujours eu Sophia présente dans ma vie et du coup dans la vie d'Alice aussi, naturellement, quoi. Donc, décembre 2020, vous parlez de faire des bébés. Novembre, toi, tu décides que tu vas bouger, mais tu prends donc, c'est en début 2022 que tu bouges, donc il y a un petit peu plus d'1 an. Ouais. On va faire un saut dans le temps. Début 2022, vous emménagez ensemble. Elle vient chez toi, vous rechangez d'appart. Alors. C'était un sujet. Okay. Pas trop, non. Okay. Non, c'était l'appartement que j'avais où j'étais tout seul et avec Alice 1 semaine sur 2, enfin la moitié du temps. C'était vraiment tout petit parce que j'étais seul à l'assumer et puis parce qu'on n'avait pas forcément besoin de grand chose. Mais oui, c'était un petit appartement et voilà. Après, quand Alice à ce moment-là était toujours chez une assistante maternelle. Assistante parentale. Quand est venu le moment de la scolariser, nous on avait un rêve avant, c'était de faire l'IEF avec elle, l'instruction en famille, mais
la séparation et du coup le manque de disponibilité que ça induit dans chacune de ces deux familles, on va dire, a fait qu'on a renoncé à ça, mais qu'on a cherché une école qui pouvait s'en rapprocher le plus possible. On a trouvé une école alternative dans un village pas loin de chez nous. C'était une maison en fait. Donc c'était de l'instruction en famille, mais dans une phase, c'est ce qui ressemblait plus. Ça transposait la maison qu'on avait à la maison, mais dans un lieu qui était une école alternative dans laquelle on pouvait inscrire Alice. Et du coup, elle a commencé sa scolarité là. Donc, l'idée, c'était de trouver un logement qui soit assez proche de son école et puis qui puisse nous accueillir tous avec Sophia, avec les projets d'enfants par la suite. Et petit détail important, en 2021, donc on se voit toutes les 3 semaines, à peu près. Ouais. Et l'été, je prends un mois. J'arrive à prendre un mois pour les rejoindre dans cette maison, justement. Tu venais de la voir, enfin dans la maison qu'on a aujourd'hui. Et passer les vacances tous ensemble. On s'est dit, on est prêt. On a beaucoup parlé pendant l'été du projet bébé. On lance le projet bébé, même si je pars 1 an plus tard, on sait que ça va prendre du temps. On sait. J'aurais tellement pas pris cette décision. Fin août, je m'en vais dans le train, triste, après ce mois incroyable. Mais j'étais pas seule déjà. J'étais déjà enceinte. Oui, j'étais sûre. Donc, on a continué la relation. Moi, j'ai eu mon début de grossesse seule à gérer en même temps le déménagement, ma boîte, les assos. Mais pas de burn-out. Hein. J'étais hyper heureuse. Donc, ça allait bien. Et du coup, j'ai déménagé effectivement en février 2022 à 7 mois de grossesse. Donc, j'ai changé de région, nouveau réseau, nouvelle vie de maman. Ouais. Est-ce que j'aime les challenges? Je ne sais pas. Ça faisait beaucoup, ouais. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien. La grossesse se passe très très bien. Ouais. Elle n'est pas du tout pathologique. Enfin, le début est difficile parce qu'il y a des saignements. Pile au même moment où j'ai fait mes arrêts naturels de grossesse, j'en ai connu 2 avant. Le premier arrêt avait été très bien vécu parce qu'il était désiré. Donc il y a eu ces débuts un peu, qu'on peut connaître au début de la grossesse, mais sinon j'étais très en forme. J'ai fait une randonnée à 8 mois de grossesse, tout va bien. J'ai même décalé mon congé maternité parce que comme je faisais exclusivement de la visio, c'était peu fatigant, donc j'avais ce privilège-là. Et voilà, on a préparé après l'arrivée de bébé et le postpartum au mieux. En 2022, il est né en 2022, Noah. Et oui, Noah a 3 ans. Voilà. C'est ça. Il était prévu le 22 mai. Okay. Il est arrivé le 26 avril. Est-ce que c'est parce que je bougeais beaucoup? Peut-être. Mais à 2 jours près, il était prématuré. Voilà. Le lendemain de ton congé mat, en fait, du début officiel. En fait, j'ai décalé mon congé mat. Le lundi, je suis en congé mat. Je dis, super, en plus, ça tombe les vacances scolaires, je vais pouvoir profiter. J'accouche le lendemain. À la maison. Okay. Ah oui, en plus, c'est à la maison, toi. C'est intéressant, ça. À la maison, avec Alice ou pas? Ou à ce moment-là, Alice, vous avez préféré par chance, non. Ok. En fait, ça peut être une bonne expérience aussi, hein, tu sais. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. Enfin, par chance. Oui, en tout cas, par hasard, totalement par hasard. Ouais. C'est toujours la suite de l'histoire incroyable. Là, c'est ça. En fait, de temps en temps, pendant les vacances, Alice va passer quelques jours chez ma mère. Et il se trouve qu'on avait prévu pendant ces vacances-là qu'au début des vacances, elle aille chez ma maman. Donc j'emmène Alice. Moi, j'étais en vacances aussi cette semaine-là. J'emmène Alice le lundi chez ma mère et c'était une époque où le sommeil, ça a été un sujet assez compliqué avec Alice et où elle apprenait à dormir ailleurs avec quelqu'un de confiance qui n'était pas ni moi ni sa maman. Donc j'y vais sans savoir. Enfin, moi, je pensais rester dormir avec elle la première nuit pour qu'elle soit bien, puis qu'après elle continue les vacances avec sa grand-mère. Et puis il se trouve que dans la soirée, elle me dit non, mais papa, je me sens bien, il n'y a pas de souci, je me sens de dormir avec mamie, il n'y a pas de problème. Donc en gros, je dis à Sophia, je rentre quoi. je vais rentrer, Alice a l'air bien, comme ça on sera ensemble, on pourra profiter un peu plus. Et voilà, donc je rentre le lundi soir. Moi j'allais très bien, je venais de passer 3 heures au téléphone avec une copine. Il rentre exceptionnellement, c'était quand même la première fois, parce que ce genre de vacances s'était déjà présenté. Et le soir, on décide, le lendemain, on avait un autre rendez-vous de préparation à l'accouchement. Oui, c'est ça aussi. Et on s'est dit, si on réactivait les connaissances, il a été à tous les rendez-vous, même à distance, hein, il réussissait à venir à Orléans pour assister aux échos, etc. On réactive, et le lendemain, première grasse mat de notre vie. Je crois, on s'est couché tard, mais première grasse mat, et on se dit, on va profiter avant l'arrivée de bébé, c'est cool. Sauf que plus on parlait, plus je m'arrêtais de parler, et il a commencé à minuter.
Et on s'est levé vers 10-11 heures, on s'est dit on va bruncher. Et plus j'avais du mal à continuer la discussion, plus je me disais faut que je mange. Okay. Parce que c'est possible que ça arrive. Et 20 minutes après, Noah était là. 20 minutes après? Ah oui, ouais. ça a été... Sur ton premier accouchement? Ouais. Ma sage-femme me croit toujours pas. Ouais, elle ne croit pas. Chaud. Parce qu'en fait, c'est... Enfin, c'est chaud, sans jugement de valeur, hein, mais... Ouais. C'est ouf. Ouais. T'avais pas de contraction de travail si. La veille? Ah oui. Okay. En fait, j'avais déjà les semaines précédentes, j'avais quelques contractions. Ouais, c'est des contractions de travail. Mais bon, moi et la douleur, c'est un sujet. Hein. Voilà. ça a aidé. Tu es pas très sensible à la douleur? Ouais. Pas du tout. Je gère très très bien. Enfin, j'ai un seuil, on peut dire trop élevé. On peut le juger parce que ça peut poser souci. Mais il y a ça et puis il y a aussi un terrain favorable. Hein. Je prends les précautions en parlant d'accouchement non assisté. Déjà, c'était pas forcément désiré, quoique si, mais j'avais un terrain favorable. Je savais que les femmes de ma famille, notamment ma sœur, ma mère, ont eu plutôt des facilités. Voilà, il y avait pas de péridurale, ça arrivait aussi vite. Donc je savais que ma morpho et ma santé permettaient de vivre ça. Et moi, au départ, effectivement, je voulais vivre un accouchement à domicile. Et j'ai choisi une sage-femme en ce sens, mais comme j'ai changé de région entre-temps et que j'ai eu cette sage-femme spécialisée à 7 mois, elle a dit non tout de suite. Et de toute façon, avec mon dossier médical, ça aurait été refusé. Donc c'était ok, mais on a la chance d'avoir une maternité incroyable qu'on avait rencontrée. Enfin bref, tout était nickel. On avait fait la valise de mater. Et Noah, lui, a gardé le projet d'arriver à la maison avec vue sur les montagnes. Il s'est dit, c'est quand même, moi, je choisis. Et effectivement, les contractions arrivent pendant ce repas. Du coup, pas de piscine, rien alors? Rien. Non. Okay. Vraiment que nous deux. Tu vois, là, déjà à 10-11 heures, il est arrivé à 12h20. Et j'ai mal et à un moment, je peux plus m'asseoir. Je vais aux toilettes. Là, je sais que on s'installe un spot dans le salon. Je me mets à genoux et j'écris à ma famille. On a un groupe Messenger avec ma sœur, mon frère et ma maman. Et je leur dis, bon, je pense que c'est pour aujourd'hui. Heureusement que j'ai ces messages qui prouvent. Hein. Et elle me dit, ah bah t'as des contractions tous les combien? 6 minutes après, je lui dis, il est là. Et j'ai imprimé dans l'album photo vraiment, cette conversation avec les heures. Comment tu te sens toi dans tout ça, Adrien? Moi, en fait, le matin, je suis pratico-pratique. Je vois qu'elle commence à avoir elle me dit, j'ai eu des contractions un peu dans la nuit, mais voilà. Puis elle commence à en avoir de plus en plus ce matin. Puis des contractions qui l'arrêtent vraiment. Et moi, j'avais en tête, en plus, on avait réactivé la veille, les trucs de la sage-femme. Elle dit, pour un premier, vous avez le temps. Du moment qu'il n'y a pas des contractions très douloureuses, régulières pendant 2 heures, vous restez chez vous. Ça sert à rien d'aller à l'hôpital. Vous allez être juste à l'hôpital au lieu d'être chez vous en train d'attendre que ça se fasse, machin. Donc moi, je chronométrais en fait. J'ai déclenché un chronomètre entre 2 contractions pour voir si c'était à peu près régulier. Douloureux, ça l'était, parce que vraiment, ça l'arrêtait complètement. C'était pas encore tout à fait régulier. Mais c'était pas toujours douloureux. Ouais, c'est ça. Donc je me disais, mais oui, c'est il y en avait que certaines le début, quoi. moins douloureuses que d'autres. Donc on se dit, c'est vraiment le tout début. On va continuer à chronométrer et puis ce sera peut-être pour aujourd'hui ou demain, mais on a le temps, quoi. Et puis quand elle va aux toilettes, qu'elle revient, qu'elle commence à avoir vraiment, vraiment mal, là je me dis, mais dans l'état qu'elle est là, ça va être chaud quand même, les 35 minutes de voiture dans les routes de montagne jusqu'à la maternité. Ça peut être compliqué. Moi, je m'inquiétais pour ça, mais pour moi, il pouvait pas arriver là tout de suite. Et elle me disait, mais j'ai vraiment l'impression qu'il descend, qu'il arrive. Et on a eu la chance d'avoir une sage-femme, et d'avoir, nous, exprimé le souhait d'avoir un accouchement physio. Donc, il nous a expliqué, moi vraiment, le fait d'avoir de la connaissance sur tout ce qui se passe et pourquoi ça se passe, ça aide énormément sur la gestion de la douleur. Et elle nous a expliqué les sensations qu'on a à tel moment de l'accouchement. Et elle m'avait dit, le jour J, tu poses ton cerveau. Pas du tout. Donc je dis, tu vois, là, il y a les petites remontées, ça veut dire qu'il arrive. Et que... Oui. Et puis t'écrivais encore, tu vois, à ta famille. On s'était pas encore mis dans notre bulle parce que même si on savait que c'était bien d'être dans notre bulle, d'être coupé un peu de stimuli extérieurs, etc. On pensait tellement pas que ça allait arriver si vite. C'est ce qui fait que tu as écrit à ta famille. Et après, moi, j'ai eu quelques bribes de formation sur l'auto-hypnose, ce qu'on appelle la réification plutôt. Pour vulgariser, c'est vraiment la vie, ou les petits bonhommes dans le corps qu'on schématise en fait. Et les contractions que j'avais eues la veille, peut-être qu'elles étaient hyper intenses et qu'évidemment le travail a dû commencer la veille. Et toute la nuit où ça me réveillait, pas non plus, j'arrivais à me rendormir en 2 secondes, je faisais ces petits exercices d'auto-hypnose.
Et donc je lui expliquais que j'étais sur le radeau, puis sur le yacht, puis sur le radeau. Mais j'ai dormi jusqu'à 10 heures quand même. Et le moment où les douleurs étaient intenses, je faisais toujours cet exercice jusqu'à l'accouchement. Et je lui disais, mais si là, c'est même pas le début de travail, mais je vais crever. Je lui ai dit clairement, la voiture, je le fais pas. Et j'ai dit non, c'est bon, moment présent. Et c'est marrant parce que le moment où j'ai schématisé la douleur comme des gros écrous au niveau des hanches, au niveau du bassin, a priori, ça correspond au moment où lui s'engageait. Okay. Là, moi, j'envoyais des petits bonhommes mettre du coton. Puis dès que j'avais mal, le coton, il a sauté, faut remettre du coton. C'est bizarre à expliquer comme ça, mais c'est ça la réification. Et après, t'as un moment où t'as vraiment mal, où là, il y a plus de petits bonhommes, mais en fait, il arrivait. Donc, et là, je lui disais, je sentais le bébé qui remontait, alors qu'on sentait que ça poussait. Je lui dis, tu vois, là, c'est le moment dont parlait la sage-femme. C'est qu'il arrive. C'est le moment de délivrance. Et il y croyait pas. Et je lui dis, il arrive. Il me dit, ok. Et vraiment, il arrive. Je dis, bah ouais. Et il est arrivé. Il a dit, il est là. Bienvenue, Noah. Ouais. Et d'ailleurs, on savait pas que c'était un garçon. Okay. On avait fait le choix de pas connaître le sexe pour pas projeter quoi que ce soit. Et ça, c'était hyper important pour nous. De choisir un prénom mixte, du coup. Si ça avait été une fille, elle se serait appelée Noah aussi. Ouais, okay. Et en fait, on n'a pas du tout pensé à ça quand il est arrivé. Moi, quand il est né, ouais. Enfin, du coup, je l'ai pris. Il était sur le tapis. J'avais mis un sorte de tapis de yoga par terre pour qu'elle ait moins mal aux genoux, parce qu'elle restait à genoux et elle bougeait pas. Et il est né dessus. Donc après, par chance, il a crié tout de suite. On voyait qu'il respirait bien, qu'il était bien. Donc à partir de ce moment-là, moi, j'étais pas inquiet du tout, quoi. Donc c'était juste entre le canapé et la table basse du salon, quoi. Enfin après, vous installez sur le canapé, j'apporte ce qu'il faut pour qu'il soit au chaud, pour que vous soyez bien, etc. Et c'est à ce moment-là, un peu après, tu me dis, t'as vu le sexe ou Je savais pas. Ah bah non, même pas. C'était vraiment, ça m'a pas du tout très. Pourtant, je l'ai eu j'ai dû le voir, mais vraiment inconsciemment, puisque je l'ai porté, je l'ai mis dans ses bras, sur elle et tout. Et mais oui, je savais vraiment pas, quoi. Et c'est à ce moment-là que je l'ai su. En vrai, ça aurait pas changé grand-chose. J'aurais pu le savoir une demi-heure plus tard, je crois. Ça changeait rien. Et alors, cette vie qui commence à 4, du coup? Ouais, alors à 3 dans un premier temps, mais à 4 très vite. Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que du coup, après l'accouchement, moi, j'ai appelé les pompiers mais juste parce que je voulais savoir quoi faire avec le cordon. Parce que le gros danger dans l'accouchement, c'est pas forcément l'arrivée du bébé, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que les gros dangers, ça pouvait venir de problèmes au niveau de l'expulsion du placenta, d'hémorragie qu'il peut y avoir, de choses comme ça. Noah, on savait qu'il respirait, qu'il était bien a priori, et voilà, donc j'appelle les pompiers juste pour savoir comment je peux faire pour le cordon, s'il y a quelque chose à faire en particulier. Alors j'ai essayé d'avoir notre sage-femme avant, d'abord. Déjà pour annuler le rendez-vous qu'on devait avoir en tout début d'après-midi, et ensuite pour lui dire, puis finalement je l'ai pas, donc j'appelle les pompiers. Au téléphone, le pompier a mis un moment à réaliser, parce que moi j'étais calme, j'étais bien, et je lui dis qu'elle vient d'accoucher, et je voulais savoir comment faire avec le cordon. Et puis plusieurs fois il me fait répéter, il me dit mais attendez, mais elle va accoucher ou le bébé est déjà là? Je lui dis non, le bébé est là, mais tout va bien avec le bébé. Moi je veux savoir là, avec le cordon s'il y a quelque chose à faire ou pas. Puis ils étaient en train d'envoyer tous les équipages, etc. Parce que selon les cas qui se présentent, ils ont des schémas prédéfinis de véhicules à envoyer, de personnel à envoyer. Et là, il se trouve que, en plus, comme nous, on est assez loin des premiers hôpitaux, ils ont fait venir aussi un hélicoptère. La sage-femme rappelle, elle décide de venir et tout ça, parce que c'était une sage-femme qui pratique peut-être encore, je sais pas, les accouchements à domicile, qui était un peu formée à ça, quoi, à l'arrivée d'un bébé pas dans un milieu hospitalier. Donc les pompiers arrivent à peu près en même temps que la sage-femme, tout va bien, ils font des tests, et puis elle dit s'ils ont fait venir un hélico, pas sûr qu'ils vous laissent à la maison, quoi. Et puis moi je lui demande au médecin, je lui dis mais nous, si tout va bien vraiment, si on peut rester là, c'est vraiment chouette. La sage-femme qui assure, qui dit oui, moi je reste pendant 2 heures, il y a pas de problème. Et vraiment tout était au vert et tout se passait bien. Et donc elle a même pas eu une perfusion, Sophia, quoi. Ni monitoring. J'ai loupé ça. Ni rien. Elle a rien eu de tout ça. Toi, tu avais la mission de faire respecter le projet de naissance. Moi, j'étais dans ma bulle à 12 de tension. Hein. Donc, je crois que c'était la meilleure tension toute ma grossesse. Et effectivement, le médecin a décidé de nous laisser parce que tout allait bien, tout était OK. Et
Et la sage-femme a tout fait. Pareil, il n'y a pas eu besoin de me recoudre ni rien. Donc, elle nous a juste accompagnés dans la chambre et elle se rendait disponible H24 pour la suite. Ouais. Et Alice, elle a rencontré Noah 3 jours après. Le lendemain, non, je crois. Le lendemain Non, de sa c'était le naissance. jeudi. Le jeudi, ouais, t'as raison. Donc 2 jours après. 2 jours après. Donc je vais chercher Alice chez ma mère, je reviens. Mais vraiment, du moment où tous les pompiers sont partis, la sage-femme aussi, et même avant, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une bulle paisible et le fait d'être chez nous, on était trop bien, quoi. On s'est posé dans notre lit, on s'émerveillait évidemment devant ce petit être humain là qui venait d'arriver. Tout se passait bien, il a bien tété dès le début. Il dormait beaucoup forcément comme un nouveau-né. Je me rappelle, on mangeait les snacks qu'on avait mis de côté pour la salle d'accouchement si on allait à la maternité. Enfin, vraiment, on était super bien et j'ai vraiment un souvenir de ces jours après l'accouchement. En fait, moi, j'ai pris les 30 jours d'un coup et c'était vraiment hyper chouette, quoi. Moi, j'avais été un peu chamboulée par. Je me réveille, on est à 2, on va se coucher, on est à 3. Et j'étais presque déçue. Bon, après, c'est l'émotion que j'ai ressentie en me disant, mais mon congé, à quel moment je me pose Là, c'était vertigineux de se coucher à 3. Et à 3 depuis quelques heures en plus. Bien sûr. Et la première nuit, j'ai pas dormi. Pourtant, il dormait. Je crois qu'on a mis 3 jours à entendre sa voix, Noah. Oui. Il a pleuré au début, mais après, c'était que des petits bruits de j'ai faim. Et moi, je dormais pas tellement. C'était irréel, quoi. Mais il est sorti comme ça. Je suis maman, est-ce que c'est bien mon enfant? Alors, je sais que toutes les femmes le vivent, même avec 24 heures d'accouchement, des accouchements difficiles, etc. Mais là, ouais, c'était d'autant plus vrai, quoi. Et on l'a pas expliqué, mais Alice, quand on a parlé du projet bébé, parce qu'on l'a incluse très vite dans tout ça, elle avait hâte d'être grande sœur. Quand on lui a annoncé, elle était hyper contente. On savait qu'il pouvait y avoir un gros gap entre les projections et le terrain ensuite, et pas du tout. Alice, ça a été une évidence quand elle a rencontré son frère. Ça a été l'amour fou. Et elle est très maternelle, en fait. C'est vrai, même dans ses jeux et dans l'approche avec son frère, ils ont une relation incroyable, même aujourd'hui. Donc la suite a été très douce. Le postpartum a été très, très doux. Et en fait, on avait tellement préparé, merci l'écoute active, tout ça en disant, il y a la dépression postpartum, qu'est-ce qu'on fait si ça se présente? Moi, je savais que j'avais un terrain favorable par rapport à la dépression et rien de tout ça. Donc finalement, c'était pas du tout anxiogène de s'y préparer parce qu'en fait c'était très pratico-pratique. Enfin nous, on a une approche pratico-pratique de ces choses-là et du coup on a vécu de manière très douce le postpartum et les premiers mois à 4. Ok, c'est une belle histoire. Et il y a une intention de passer à 5? Oui. Ok. On sait jamais. Bientôt. D'ici à bientôt? Ouais. Hein? Ouais. Tiens donc. Je suis pas enceinte. Hein. Ah bon, ça aurait été beau une annonce dans le podcast. Non, mais ouais, dès que Noah rentre à l'école. On est en mars, l'épisode va sûrement sortir en septembre, tu sais. Oh, ce serait beau. Tu seras peut-être. On fera tu me tiendras au jus. Je mettrai un petit truc dans l'intro quand même. ou enfin. Ouais. Mais, le prochain est a priori le dernier. Enfin, on est même sûr. Okay. Oui. Après, c'est vasectomie. Moi, je recommande la vasectomie. Mais moi, c'est direct. Dès que, c'est déjà en projet depuis longtemps. Moi, j'aurais pu être à 2 enfants. Ça m'allait aussi. Sophia a envie d'un autre. Ça me va bien aussi. Il n'y a pas de truc par rapport à ça. Et après, vasectomie, c'est sûr. Ouais, c'est facile. Et Alice et Noah, on leur en a déjà parlé. Ils ont hâte aussi d'être grands frères et grandes sœurs. Ouais. Et je crois qu'il est important de préciser et de raconter nos relations avec Marion, donc la maman d'Alice. En fait, dès le début, on était tous ensemble. Hein. Il y a eu des moments un peu compliqués. Il fallait quand même redéfinir le cadre de la famille, ce qui était OK pour tout le monde. Son chéri, il est adorable. Donc pareil, ça a été une évidence quand on l'a rencontré, même pour Alice. On se voit. Ouais. En tout cas, comme... autrement que pour de la logistique familiale. Elle a déjà gardé Noah pour qu'on ait des moments de couple. Ça, je trouve que c'est quand même hyper beau. Ouais, c'est beau. C'est vraiment chouette. Ouais, très, très beau. Et Elle a eu d'autres enfants de ce côté? Non, ouais. Non, il n'y a pas de... A priori, c'est juste pour situer la constellation familiale. Ouais, bien sûr. Non, ils sont de leur côté, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vraiment devenu une très chouette relation. Au départ, centrée autour des besoins et
de tout faire pour que tout se passe bien pour Alice. En tout cas, faire une sorte d'équipe, voilà. Et maintenant, ouais, ça reste un peu toujours ça, avec presque. Mais il n'y a pas que Alice au centre du projet. C'est vraiment deux familles recomposées en fait qui interagissent ensemble dans la meilleure intelligence possible et tout ça. Mais que ton ex garde ton nouvel enfant et que ta nouvelle compagne pour que vous, notamment vous ayez des moments de couple, même si en vrai on sait ce qui se passe, c'est que avoir les deux enfants qui jouent ensemble, ça lui permet aussi de s'alléger à la maison. Ah mais elle était honnête. Ah, oui, c'est ça. Il passe des moments. Mais encore. Mais c'est quand même, ça reste quand même une super démarche, tu vois, parce que il y a d'autres situations pour dire, mais attends, moi t'as pas fait cet enfant-là avec moi, j'ai pas de responsabilité, bien sûr. tu vois. Donc je trouve ça très bien, tu vois, qu'il y ait cette vision-là, et c'est en effet très 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 beau, quoi. Ouais. Il y a des fêtes qu'on passe ensemble, il y a des Noëls qu'on a passé Noël qu'on a passé dernier, ensemble. Ils étaient avec nous par exemple. Pâques aussi, et ils sont très très proches de Noah. Enfin vraiment c'est aussi une évidence, quoi. Bah, c'est très beau. Et tout ça à partir d'un atelier. L'écoute active, les effets positifs de l'écoute active. Bah, merci beaucoup pour votre histoire. Je suis touché que vous l'ayez partagé dans ce podcast. Et on va suivre tout ça. Merci à toi. Merci. Merci Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.